Bonjour, je me présente, je m'appelle Daniel, je suis alcoolique et j'ai arrêté de boire depuis bientôt 18 ans. Alors je vais vous montrer un article, parmi tous les témoignages que j'ai fait, un article qui était paru sur le bien public. Voilà, vous pouvez constater, bien public. Et donc, me voici sur le bien public. Donc cet article a été fait en 2003. Voilà, en 2003, j'avais beaucoup moins d'abstinence. J'ai arrêté l'alcool en 88. Alors je vais vous lire ce qui avait été mis sur l'article. Les témoignages bouleversants de Daniel. L'alcool, on peut s'en sortir. Après avoir connu l'enfer, Daniel, un ancien alcoolique abstinent depuis 15 ans, livre le témoignage bouleversant de son combat victorieux contre l'alcool pour aider les autres à s'en sortir. Alors le combat, j'aime pas trop, parce que bon, c'est sûr que le journaliste, lui, il a parlé de combat, parce que bon, ceux qui ne connaissent pas trop l'alcoolisme, le domaine de l'alcoolisme, bon, il prend ça pour un combat. On combat pas pour arrêter de boire, ça doit devenir naturel, quelque chose de très simple, parce qu'avec un combat, ça devient trop difficile et bien souvent on ne gagne pas forcément ce combat. On pourrait éventuellement dire un combat, mais il vaut mieux pas. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose d'extrêmement dur, sinon les gens ne tiennent pas le coup. Voilà. Alors je me présente, donc je m'appelle Daniel, j'ai 50 ans à l'époque, donc j'avais 50 ans, donc le 30 septembre 2003. Maintenant j'en ai 63. Alors, évidemment, le temps s'est écoulé, bientôt 28 années d'abstinence. J'ai 50 ans et j'ai la chance de pouvoir vous raconter ma vie, car beaucoup sont morts. Je suis issu d'une famille décimée par l'alcool. Oui, l'alcool a été le principal fléau dans ma famille. Je suis donc né sur la frontière belge d'une mère alcoolique et d'un père très violent. Daniel semble aujourd'hui bien dans sa peau. Malgré sa relative petite stature, une force indéniable se dégage de lui. Elle n'est peut-être que le vis-à-vis de sa propre vulnérabilité. Son regard et sa voix ne parviennent cependant pas à dissimuler quand il les évoque les souffrances endurées. Son but n'est pas de délivrer un message anti-alcool, mais simplement de dire aux malades alcooliques que l'on peut s'en sortir et vivre sans alcool. Il veut surtout déculpabiliser ces malades à qui l'on reproche un soi-disant manque de volonté alors qu'il s'agit bel et bien d'une maladie qui doit être traitée comme telle. Oui, l'alcoolisme n'est pas un manque de volonté. Il y a des gens extrêmement intelligents, des gens extrêmement instruits, des gens qui ont une volonté extraordinaire et qui n'ont jamais pu se passer d'alcool, qui sont devenus alcooliques. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas une question de volonté, ça c'est totalement faux. Et je voudrais dire aussi un truc, comme les gens qui disent, qui a bu, boira, ça c'est strictement faux aussi. Moi j'ai un oncle qui est mort abstinent, jusqu'à sa mort il avait plus de 52 ans d'abstinence. Ce qui veut dire que quand on a hâte de boire, on peut arrêter de boire jusqu'à la fin de ses jours, et même mourir abstinent. Il brosse de lui-même un portrait sans complaisance. Recueilli par l'assistance publique, pratiquement mort de faim à l'âge de 3 ans et demi, il apprend à plus de 14 ans qu'il a une famille, une mère, des frères et des sœurs dont il ignorait l'existence. Il les voit de temps en temps. La seule image qu'il garde enfant de sa mère est celle d'une femme saoule tous les jours. Oui, ma mère m'a repris l'assistance publique vers l'âge de 14-15 ans, 15 ans et demi même. Et puis je me suis aperçu que ma mère buvait, et donc voilà. Alors, à son enfance désastreuse, succède une adolescence massacrée. À 16 ans, je n'ai qu'une envie, me venger. C'est pour ça qu'il apprend les arts martiaux. Mais quelque chose m'empêche de basculer dans la délinquance. Il n'avait alors jamais de contact avec l'alcool, d'autant plus qu'il haïssait l'alcool. La raison de son malheur. Oui, c'est vrai que j'avais une haine de l'alcool par rapport à l'alcoolisme de ma mère. L'alcool pour être un autre. Mais un peu plus tard, alors qu'il enchaîne des petits boulots dans le midi, il découvre l'alcool avec une bande de copains. Bon, c'était pas tout à fait que ça, le journaliste s'est un peu trompé, j'ai peut-être pas plusieurs boulots dans le midi, j'ai fait un seul boulot, et c'était une boîte où on faisait des déplacements, et là, évidemment, l'alcool fusait, et c'était des cuites tous les jours, on ne décuitait jamais, surtout moi, en plus. Il dit lui-même ne pas avoir décuité pendant 18 mois. C'était Java sur Java. J'étais capable de m'enfiler 30 pastis les uns derrière les autres. J'ai pris le bon temps. J'éprouvais de la haine, des angoisses. J'étais stressé et complexé. Mais un verre me transformait. Oui, rien qu'un simple verre, j'étais quelqu'un d'autre. Je me sentais un autre. Il me fallait quelque chose pour être comme tout le monde. L'alcool agissait sur moi comme un médicament. À l'époque, Daniel pouvait encore s'arrêter de boire par période, d'autant plus que celle qui allait devenir sa femme s'était inquiétée de son penchant.
Daniel s'est ensuite installé à Beaune. J'ai quitté le Midi, donc pour venir m'installer à Beaune et me marier à Beaune. Je suis donc arrivé dans un petit studio avant son mariage en 1974. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Sa relation à l'alcool a subi une lente évolution. Parce qu'on ne boit pas comme ça à des doses extraordinaires, comme ça du jour au lendemain. Ça peut venir petit à petit, on peut faire des grosses cuites de temps en temps, enfin, ainsi de suite. C'est tout un parcours. Après avoir bu par convivialité, il est devenu buveur excessif, jusqu'au jour où, une dizaine d'années plus tard, dans son camion, il était alors camionneur, il a été pris de tremblements. Les premiers signes de l'indépendance, vite disparus au premier verre. Voilà, l'indépendance c'est ça. C'est qu'un jour, à force de boire de trop, ou de boire trop souvent, ou boire périodiquement, presque tous les jours, même des fois, il arrive un moment où on passe carrément de l'autre côté, et là, il n'y a plus de retour possible. Là, on est alcoolique. Là, il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a qu'une solution, c'est l'abstinence totale. Les premiers signes de l'indépendance, vite disparus au premier verre. Afin de se persuader qu'il gardait le contrôle, il s'est organisé pour boire de façon cyclique, soit tous les jours, un peu, soit seulement le week-end, ou seulement les soirs. Plus tard, il a commencé à boire seul, en cachette, par déni. Voilà. C'est comme ça qu'on constate que la personne est devenue vraiment dépendante, c'est qu'elle finit par boire en cachette. Et il y a une solution pour essayer de déculpabiliser, de se cacher, on appelle ça le déni. Le déni fait partie de la maladie alcoolique. La descente aux enfers, c'est là qu'un périple de 14 ans a commencé. Le récit qui s'ensuit est celui de sa descente aux enfers quand le sordide côtoie le pathétique. Il raconte ses manques, ses tremblements, les accidents de la route, les bagarres, les innombrables passages aux urgences, au commissariat, les portes défoncées à coups de pied, l'alcool qui rend fou, l'enfer pour sa femme, pour ses 2 filles, et toutes les choses horribles qu'il préfère garder enfouies. Puis vinrent les tentatives pour arrêter, les sevrages épouvantables, les cuites aux effets décuplés par les médicaments, les arrêts éphémères, les retours en enfer. Une fois, j'ai réussi à m'arrêter 9 mois. Mais on ne m'avait pas dit qu'il ne fallait pas retoucher à la moindre goutte. J'ai pris un premier verre de Meursault pour le baptême de ma fille. Le lendemain, c'était des bouteilles. Alors un jour, je vais recevoir ma mère chez moi, puis elle va me dire, ah non, je lui avais téléphoné, non. Et elle me dit, tu es né alcoolique. Daniel a réalisé qu'il ne pouvait plus lutter contre l'alcool. L'alcool, c'était ma vie, j'ai touché le fond. Quand c'est l'alcool qui conduit l'homme, il n'y a plus de place pour la dignité. Un jour, ma femme m'a demandé, est-ce que tu n'as pas envie de t'en sortir? Je n'en pouvais plus. Je buvais sans même savoir pourquoi. Je me suis dit que si je m'en sortais, je ferais quelque chose pour l'humanité. C'est peut-être un petit peu ce que je fais d'ailleurs à l'heure actuelle, ou que j'ai déjà fait par la suite. Cette question de savoir pourquoi il buvait devenait trop importante pour Daniel qui raconte. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit je bois. Elle m'a répondu c'est normal, tu es né alcoolique. Alors là, je vais apprendre une terrible vérité. C'est là que j'ai donc appris qu'elle buvait enceinte, que je suis né en faisant des crises de délirium. Ensuite, je tremblais et hurlais sans cesse. Seuls les biberons de vin me calmaient. Ces aveux terribles ont été pour Daniel un déclic, sans doute parce que ce jour-là, il a compris qu'il s'agissait d'une maladie. Après s'être enfilé quelques bières, il est rentré à l'hôpital de Beaune pour un sevrage de 5 jours. C'était le 8 novembre 1988, à 11h précises. Daniel n'a jamais touché une goutte d'alcool depuis. Un nouvel homme. Mais le prix à payer était cher. Il a connu 2 mois horribles. J'étais descendu à 32 kilos. Il était sorti de l'hôpital pour suivre une cure de 4 semaines à l'unité Éole à Dijon. Il y avait là un infirmier, lui-même abstinent depuis 7 ans. Il savait de quoi il parlait quand il disait même plus une goutte. Ses paroles m'ont libéré. Quand ma femme est venue me chercher à la sortie de l'hôpital, j'ai attendu que nous soyons sortis de la ville pour lui demander d'arrêter la voiture. Je suis descendu et j'ai hurlé de toutes mes forces, je suis un nouvel homme. Il lui a fallu apprendre à vivre sans alcool, ne pas succomber aux nombreuses tentations, même pas une coupe de champagne pour le mariage de sa fille. 14 ans plus tard, il a lutté pour ne pas tomber dans les pièges que des collègues lui tendaient, par bêtise ou par jalousie. Il a dû plusieurs fois changer de travail. Bien souvent, oui, je change de travail parce que j'avais peut-être envie de gagner plus, mais c'est peut-être aussi parce que, je pensais toujours qu'en changeant d'emploi, j'allais reculer devant l'alcool. Heureusement, Daniel avait, sans attendre, été chercher un soutien auprès d'associations d'aide aux alcooliques, dans lesquelles il s'était d'ailleurs investi.
Après d'autres malades, il a créé en 1991 une antenne des alcooliques anonymes à Beaune. J'ai connu aussi la Croix d'Or, la Croix Bleue et puis éventuellement d'autres associations. Depuis, à son tour, il témoigne pour aider les autres, mais aussi parce qu'il a besoin de ne pas oublier qui il est, ni d'où il vient, car il a compris qu'il restera à jamais un malade de l'alcool, et qu'il trouvera son salut que dans une abstinence totale. Voilà, ne jamais prendre le premier verre, parce que c'est la rechute. C'est la rechute. Alors dans mon parcours, j'ai souvent entendu dire que des rechutes étaient bénéfiques. Ça, je suis absolument contre. Une rechute, c'est très grave. Ça peut être très dangereux. Ça peut conduire à la mort. Et je ne prends pas la rechute pour une référence. Quand on va dans des centres de cure, en visite, on entend des gens dire « ça fait ma deuxième cure, ma troisième, je ne regrette pas, gna 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 ». Bien souvent, les infirmiers leur donnent raison. Je suis absolument contre. Il ne faut jamais prendre le premier verre, ne jamais prendre le risque d'une rechute, parce qu'une rechute, ça peut être la fin des haricots, et c'est très, 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 très grave. Et c'est là-dessus, j'insiste. Alors voilà, c'est mon parcours et j'espère pour la suite vous faire d'autres clips pour vous dire exactement comment que ça s'est déroulé et comment que ça se fait, pourquoi j'ai eu vraiment cette force pour arrêter de boire. Cela sera dans un prochain clip. Voilà, je vais vous laisser. Chérie, tu coupes, s'il te plaît. Je vais vous laisser et puis je vous dis à bientôt.